Bazar. Deuxième partie. L'affaire du siècle. L'aube annonça en ce 14 octobre, jour de Christophe Colomb, une belle et chaude journée à Castle Rock. Les habitants pestaient contre la chaleur, et lorsqu'ils se rencontraient au square, chez Nance Lunchonette ou devant le bâtiment municipal, ils se disaient que ce n'était pas naturel. Sans doute était-ce à cause de ces maudits champs pétrolifères en feu du Koweït, ou encore du trou d'ozone dont on leur rebattait les oreilles à la télé. Plusieurs anciens affirmèrent qu'ils n'avaient jamais vu une température de 20 degrés à 7 heures du matin pendant la deuxième semaine d'octobre dans leur jeunesse. C'était évidemment faux, et la plupart d'entre eux le savaient bien. Tous les 2 ou 3 ans, on avait droit à un été indien exceptionnel, qui, pendant 4 ou 5 jours, donnait l'impression qu'on était en juillet. Puis, un matin, on se réveillait pour découvrir sa pelouse pétrifiée de givre, et quelques flocons de neige dansant dans l'air glacé. Oui, tous le savaient, mais il n'était pas question de gâcher un aussi excellent sujet de conversation que la pluie et le beau temps. Personne ne voulait discuter. Discuter alors qu'il se mettait à faire anormalement chaud était une mauvaise idée. Les gens avaient alors tendance à piquer des rognes, et si les citoyens de Castle Rock voulaient savoir jusqu'où la rogne pouvait conduire les gens, ils n'avaient qu'à regarder au carrefour des rues Willow et Ford. Ça vous calmait tout de suite. C'est pas pour dire, mais on le sentait venir avec ces deux-là. Opina gravement Lenny Partridge, le résident le plus âgé de la ville et chef d'orchestre des colporteurs de ragots. Il se tenait avec d'autres devant le tribunal, qui occupait une aile du bâtiment municipal. Ils étaient plus cinglés que deux rats dans un trou à merde. Faut pas oublier que la Cobb a tué son homme à coups de fourchette. Lenny se gratta entre les jambes. Comme un cochon qu'elle l'a égorgé. Bon Dieu. C'est-il pas une cinglée, une bonne femme comme ça? Il regarda le ciel et conclut. Chaud comme ça, va encore y avoir de la bagarre. On a déjà vu ça. Le shérif Punkband devrait bien commencer par fermer le Mail Tiger, tant que le temps restera comme ça. Je vois pas que ça me gênerait, l'ancien, intervint Charlie Fortin. Je peux toujours aller me chercher mes bières au Hemphill et aller boire à la maison. Cette répartie lui valut les rires du petit groupe et un froncement de sourcils de la part de M. Partridge. Les hommes commencèrent à se disperser. La plupart avaient quelque chose à faire, jour de congé ou non. Déjà, les premiers camions de grumes, garés devant Nance Lunchonette, s'ébranlaient en ferraillant et prenaient la direction des sites de coupe de Sweden ou de Northridge. Danforth Buster Keaton restait assis dans son cabinet en caleçon long. Un caleçon long détrempé. Il n'avait pas quitté la pièce depuis le dimanche soir, après avoir effectué un bref aller-retour au bâtiment municipal, où il avait récupéré les dossiers relatifs au bureau des impôts. Le maire de Castle Rock huilait son colt pour la 3e fois. À un moment donné, il avait songé à le charger. Puis il avait songé à tuer sa femme. Ensuite, à retourner au bâtiment municipal pour y trouver ce salopard de Raidjwick. Il ignorait que c'était le jour de congé de l'adjoint, et l'abattre. Et finalement, il avait décidé de s'enfermer dans son cabinet et de se suicider. Il en était arrivé à la conclusion que c'était la seule manière d'échapper définitivement aux persécuteurs. Il avait été bien naïf d'imaginer s'en sortir autrement. Même un jeu de petits chevaux qui donnait les gagnants des courses du jour ne pouvait les arrêter. Oh non, il avait bien compris la leçon la veille, lorsqu'il avait trouvé tous ces formulaires roses collés partout en rentrant chez lui. Le téléphone sonna sur le bureau. Il sursauta et appuya sur la détente du colt. L'arme produisit un cliquetis sec. Si elle avait été chargée, il aurait pratiqué un beau trou dans la porte. Il souleva brutalement le combiné. « Hé les mecs, vous pouvez me laisser tranquille un moment ?» cria-t-il furieux. La voix tranquille qui lui répondit le réduisit aussitôt au silence. C'était celle de Leland Gaunt. Et elle coulait sur la main vive de Keaton comme un baume apaisant. « Avez-vous eu de la chance avec le jouet que je vous ai vendu, monsieur Keaton ?»
Ça marche !» Il avait répondu sur le ton de la jubilation, ayant pour l'instant oublié ses projets meurtriers. « J'ai gagné à toutes les courses !» Ah, voilà qui est bien. Le visage du maire se rembrunit. Sa voix se réduisit à un murmure. Et puis, hier, lorsque je suis rentré chez moi... Il n'arriva pas à continuer. Mais au bout de quelques secondes, il se rendit compte, à sa grande stupéfaction et à son grand ravissement, que ce n'était pas nécessaire. « Vous avez découvert qu'ils étaient venus chez vous ?» demanda M. Gaunt. « Oui. Oui. Comment ça ?»« Ils sont partout dans cette ville. Je vous l'ai bien dit l'autre jour, non ?»« Oui. Et... » Il s'interrompit brusquement et prit une expression angoissée. « On est peut-être sur écoute. Y avez-vous bien pensé, M. Gaunt? Si ça se trouve, ils écoutent notre conversation en ce moment même. » Le Lord Gaunt ne perdit pas son calme. « Ils en sont capables, mais ce n'est pas le cas. Ne me prenez pas pour un naïf, M. Keaton. Je les ai déjà rencontrés. Très souvent. » « Je vous crois. Je vous crois. » Il se rendait compte que la joie sauvage qu'il avait ressentie en jouant au ticket gagnant n'était rien, ou presque, comparé au fait de trouver, après ce qui lui paraissait des siècles de lutte et de ténèbres, une âme sœur. « Il y a un petit système électronique branché sur mon appareil. » Continua Gaunt de sa voix calme et apaisante. « Lorsque la ligne est sur écoute, une petite lumière s'allume. Pour le moment, elle est éteinte. Aussi noire que sont noirs certains des cœurs qui battent dans cette ville. »« Vous savez tout, n'est-ce pas ?» dit Keaton, d'une voix tremblante de ferveur. Il se sentait sur le point de pleurer. « Oui, et je vous ai appelé pour vous dire de ne rien faire de fautif, Monsieur Keaton. » La voix était toujours aussi douce et apaisante. À l'écouter, le maire avait l'impression de dériver mollement, comme un ballon d'enfant. « Vous ne feriez que leur faciliter la tâche. Comment ? Ne voyez-vous pas ce qui se passerait si vous veniez à disparaître ? » ?»« Non. » Il avait parlé dans un murmure, regardant par la fenêtre d'un œil vide de somnambule. « Ils feraient la fête ! Ils se saouleraient tous dans le bureau du shérif Pangborn. Ils iraient en bande au cimetière Homeland pour uriner sur votre tombe. »« Le shérif Pangborn ?» dit Keaton d'un ton incrédule. « Vous ne croyez tout de même pas qu'un demeuré comme l'adjoint Ridgewick aurait opéré dans une affaire pareille sans en avoir reçu l'ordre express de son supérieur hiérarchique ? » ?»« Non, bien sûr que non. » Il commençait à y voir un peu plus clair. Eux, ils, toujours et encore eux. Nuages de tempête s'alourdissant au-dessus de sa tête. Lorsqu'on essayait de le dissiper, on ne lui arrachait que des poignées de néant. Il commençait à comprendre qu'ils avaient des noms et des visages, qu'ils étaient même peut-être vulnérables. Il en éprouvait un soulagement considérable. « Pangborn, Fullerton, Samuels, Williams, votre propre femme. Ils sont tous complices, Monsieur Keaton. Mais je soupçonne fortement le shérif Pangborn d'être à leur tête. Il serait ravi que vous tuiez un ou deux de ces sous-fifres pour pouvoir se débarrasser de vous. À mon avis, c'est ce qu'ils cherchent depuis le début. Mais vous allez la voir, n'est-ce pas, Monsieur Keaton ? » ?»« Oui, oui, répondit-il entre ses dents. Que faut-il faire ? » ?»« Aujourd'hui, rien. Ayez un comportement normal. Allez aux courses ce soir si cela vous tente. Et profitez de votre dernier achat. En vous voyant agir comme d'habitude, ils seront désarçonnés. Vous sèmerez la confusion et l'incertitude chez l'ennemi. »« La confusion et l'incertitude, » répéta lentement Keaton, goûtant les mots. « Oui, j'élabore mes propres plans. Et lorsque le moment sera venu, je vous avertirai. »« Vous me le promettez ? »
Je vous le promets, monsieur Keaton. Vous êtes quelqu'un de très important pour moi. J'irai jusqu'à dire que sans vous, je ne pourrais rien faire. M. Gaunt raccrocha. Keaton rangea le pistolet et le matériel d'entretien de l'arme. Puis il gagna le premier étage, jeta ses sous-vêtements souillés dans la corbeille à linge sale, se doucha et s'habilla. Lorsqu'il redescendit, Myrtle se fit toute petite, mais il lui parla gentiment et l'embrassa sur la joue. Elle se détendit un peu. Quelle qu'en eût été la cause, la crise était passée, semblait-il. Everett Frankel était une armoire à glace. Un rouquin qui faisait encore plus irlandais que le comté de Cork. Ce qui n'avait rien de surprenant, vu que ses ancêtres du côté de sa mère étaient tous originaires de là. Cela faisait des années qu'il était l'assistant du docteur Van Allen, depuis qu'il avait fini son service dans la marine. Il arriva au dispensaire familial de Castle Rock à 8h moins le quart, et Nancy Ramage, l'infirmière en chef, lui demanda s'il ne pouvait pas se rendre sur le champ à la ferme Burgmeyer. Hélène Burgmeyer avait eu pendant la nuit ce qui semblait être, à première vue, une crise d'épilepsie. Si Everett confirmait ce diagnostic, qu'il la ramène au dispensaire afin que le médecin, qui n'allait pas tarder à arriver, puisse l'examiner et décider s'il fallait ou non l'hospitaliser. En temps normal, Everett aurait un peu rouspété de devoir commencer sa journée par une balade, d'autant que la ferme n'était pas à côté. Mais la matinée était tellement belle que cette perspective lui parut, au contraire, tout à fait agréable. Et en plus, il y avait la pipe. Une fois au volant de sa Plymouth, il ouvrit la boîte à gants et la sortit. Elle était en écume de mer et possédait un fourneau large et profond. Un maître artisan l'avait taillée, cette pipe. Des oiseaux, des fleurs et de la végétation entouraient le fourneau de leur frise, selon un motif qui paraissait se modifier en fonction de l'angle. Il avait laissé la pipe dans la boîte à gants, non pas seulement parce qu'il était interdit de fumer dans le dispensaire, mais parce qu'il lui déplaisait que d'autres personnes, en particulier cette pipelette de Nancy Ramage, la visse. Elle voudrait tout de suite savoir où il se l'était procurée, puis combien elle lui avait coûté. Certains la convoiteraient aussi, peut-être. Il glissa le tuyau entre ses dents, s'émerveillant une fois de plus de la manière dont il y était parfaitement à sa place. Il inclina un instant le rétroviseur et fut entièrement satisfait de ce qu'il y vit. La pipe lui donnait l'air plus âgé, plus bel homme, plus sage. Et lorsqu'il l'avait entre les dents, le fourneau légèrement redressé selon un angle débonnaire, il se sentait plus âgé, plus sage, plus beau. Il s'engagea dans Main Street avec l'intention de franchir le Tin Bridge, pont qui sépare la ville du reste du comté. Mais il ralentit à la hauteur du bazar des rêves. L'auvent vert l'attirait comme un aimant. Il lui parut soudain très important, impératif même, de s'y arrêter. Il se rangea le long du trottoir et était déjà descendu de voiture lorsqu'il se souvint qu'il avait encore la pipe à la bouche. Il la sortit, non sans une petite pointe de regret, et l'enferma dans la boîte à gants. Il fit une deuxième fois demi-tour pour revenir verrouiller toutes les portières. Avec une aussi belle pipe, il ne fallait pas courir de risque. N'importe qui pouvait avoir envie de la voler tant elle était ravissante. Il se sentit déçu en s'approchant de la boutique. Le panneau suspendu à la vitre proclamait « Fermé, jour de colon ». Everett était sur le point de repartir lorsque la porte s'ouvrit et que M. Gaunt s'encadra sur le seuil, splendide, et l'air lui aussi fort débonnaire, dans sa veste feuille morte au coude protégé de cuir et son pantalon couleur anthracite. « Entrez donc, monsieur Frankel. Je suis content de vous voir. »« En fait, j'ai une course à faire à l'extérieur de la ville, et je voulais simplement vous dire en passant combien je suis content de ma pipe. J'en ai toujours voulu une comme celle-là. »« Je sais, » répondit Gaunt avec un sourire. « Mais je vois que vous êtes fermé, alors je vais pas vous ennuyer avec... »« La boutique n'est jamais fermée pour mes clients préférés, monsieur Frankel. Et je vous compte parmi eux, parmi les premiers d'entre eux. Entrez, entrez !» Il lui tendit la main. Everett eut un mouvement de recul. Le Lord Gaunt partit d'un rire joyeux et s'effaça pour laisser passer le jeune homme. « Je n'ai pas vraiment le temps, » commença-t-il. Mais il sentit ses pieds l'entraîner dans la pénombre de la boutique, comme si c'était eux qui décidaient. « Bien sûr, vous ne l'avez pas.
Le chaman doit faire sa tournée, rompre les chaînes de la maladie qui paralyse les corps. Son sourire jaillit soudain, tout en sourcils levés et dents en bataille. Et chasser les démons qui paralysent les esprits. N'ai-je pas raison? Oui. Everett éprouva une brève impression de malaise lorsque le Landgaunt referma la porte. Il se demanda si sa pipe ne risquait rien. Des fois, les gens forcent les voitures, même en plein jour. Votre pipe est en sécurité. L'homme avait parlé d'un ton apaisant. De sa poche, il retira une enveloppe ordinaire, sur laquelle un seul mot était écrit. Mon chou. Vous n'avez pas oublié la petite blague que vous m'avez promis de faire, docteur Frankel. Je ne suis pas médecin, mais assis. Les sourcils de Gaunt se rejoignirent, d'une manière qui eut le don de le faire taire. Il recula d'un pas. Est-ce que vous vous en souvenez ou non? Le ton était devenu très sec. Vous feriez mieux de me répondre rapidement, jeune homme. Je commence à ne plus être très sûr pour cette pipe. Je m'en souviens, répondit Everett à la hâte, inquiet. Sally Radcliffe, l'orthophoniste. Les broussailles, au milieu du front de M. Gaunt, s'écartèrent plus ou moins. L'assistant médical se détendit un peu. Exactement. Le moment est venu de lui jouer ce petit tour, docteur. Tenez. Il lui tendit l'enveloppe. Everett la saisit en prenant bien garde de ne pas effleurer les doigts de l'autre. Il n'y a pas école aujourd'hui, mais la jeune Miss Radcliffe est dans son bureau pour mettre ses dossiers à jour. Je sais que ce n'est pas sur votre chemin pour aller chez les Bergmeyer, mais... Comment êtes-vous au courant? Demanda Everett stupéfait. Gaunt eut un geste d'impatience. Vous pourriez trouver le temps d'y passer au retour, non? Sans doute. Et comme on considère toujours avec suspicion les étrangers à l'école, même lorsque les élèves ne sont pas là, vous pourriez expliquer votre présence en allant faire un tour à l'infirmerie, n'est-ce pas? Si l'infirmière est là, je crois que oui. En fait, je devrais même y passer parce que... Parce que vous n'avez toujours pas récupéré les dossiers de vaccination. C'est parfait. Au fait, elle ne sera pas là. Mais vous n'êtes pas obligé de le savoir, hein. Passez simplement le nez à la porte du bureau et repartez. Mais en entrant ou en sortant, vous mettrez cette enveloppe dans la voiture que Miss Radcliffe a empruntée à son petit ami. Vous la placerez sous le siège du conducteur, en la laissant dépasser un peu. Everett savait très bien qui était le petit ami de Miss Radcliffe, le professeur d'éducation physique du lycée. Il aurait préféré, s'il l'avait pu, jouer ce tour à Lester Pratt plutôt qu'à sa fiancée. Lester, jeune Baptiste robuste, s'habillait d'ordinaire d'un polo bleu et d'un survêtement bleu à bandes blanches verticales sur l'extérieur du pantalon. Le genre de type qui exsude sueur et notre Seigneur Jésus-Christ par tous les pores de sa peau, en quantité égale et phénoménale. Everett n'éprouvait aucune sympathie particulière pour lui. Il se demanda vaguement s'ils avaient couché ensemble. Elle n'était pas mal, la petite Sally. À son avis, probablement pas. Il se dit qu'après avoir flirté de manière un peu prolongée sur la balancelle du Porsche, Sally devait sans doute lui faire des pompes ou plusieurs tours de la maison en courant. Elle a toujours la voiture de Pratt? En effet, Répondit M. Gaunt légèrement agacé. Avez-vous terminé votre numéro du petit malin, docteur Frankel? Bien sûr. En réalité, il éprouvait un profond et surprenant sentiment de soulagement. L'idée de cette blague l'avait chiffonné. Il se rendait compte maintenant que ses inquiétudes avaient été ridicules. Ce n'était pas comme si M. Gaunt avait exigé de lui qu'il mît un pétard dans la chaussure de la dame, ou un laxatif dans son chocolat. Quel mal pouvait faire une vulgaire enveloppe? Le sourire de Leland Gaunt, aussi resplendissant que le soleil, éclaira à nouveau son visage. Parfait! Il se dirigea vers Everett, qui, horrifié, crut que l'homme allait lui passer un bras autour des épaules. Il battit précipitamment en retraite, et Gaunt, de cette manière, le repoussa jusqu'à la porte. « Profitez bien de votre pipe !» fit-il en ouvrant la porte. « Est-ce que je vous ai dit qu'elle avait appartenu à Sir Conan Doyle, l'immortel créateur de Sherlock Holmes ?»« Non ?» ?»« Évidemment pas !» Le sourire de Gaunt s'élargit. « Puisque ça aurait été un mensonge. Et en affaires, je ne mens jamais, docteur Frankel. N'oubliez pas votre petite course. » « Comptez sur moi. »
Alors je vous souhaite le bonjour. Moi de... Mais Everett s'adressait à la porte déjà refermée, store baissé. Il la contempla un moment, puis revint lentement à la Plymouth. S'il lui avait fallu rapporter le détail de sa conversation avec le propriétaire du bazar des rêves, il aurait eu beaucoup de mal. Il avait l'impression qu'on lui avait administré un anesthésique léger. Une fois au volant, Everett commença par ouvrir la boîte à gants, dans laquelle il posa l'enveloppe et prit sa pipe. Ah si! Il se souvenait que Gaunt l'avait taquiné en essayant de lui faire croire que la pipe avait appartenu à Conan Doyle. Il avait bien failli marcher. Comme c'était bête. Il suffisait de refermer les dents sur le tuyau pour le savoir. Le premier propriétaire de cette pipe s'appelait Hermann Göring. Everett Frankel démarra et s'éloigna à petite vitesse de la ville. En route, il dut s'arrêter 2 fois sur le bas-côté, rien que pour admirer l'allure que lui donnait cette pipe. Albert Gendron avait son cabinet dentaire dans le Castle Building, édifice de briques dépourvu de grâce, situé en face du bâtiment municipal et du cube de béton qui abritait le service des eaux du comté. Le Castle Building projetait son ombre sur la rivière de Castle Rock et le Tin Bridge depuis 1924, et abritait 3 des 5 avocats de la région, un opticien, un vendeur de prothèses auditives, plusieurs agents immobiliers indépendants, un consultant financier et un encadreur. La demi-douzaine de bureaux restants n'étaient pas occupés. Albert, pilier de Notre-Dame des Eaux Sereines depuis l'époque du vieux père O'Neill, commençait lui aussi à prendre de la bouteille. Ses cheveux, jadis si noirs, étaient maintenant poivre et sel, ses larges épaules s'affaissaient. Mais il conservait cependant une stature imposante, avec son mètre 98 et ses 120 kilos. C'était le plus grand gabarit de Castle Rock, sinon de tout le comté. Il grimpa lentement l'escalier qui conduisait au 4e et dernier étage, s'arrêtant à chaque palier pour reprendre sa respiration et ménager ce souffle au cœur que Van Allen avait détecté il y a quelque temps. Depuis la dernière volée de marche, il aperçut une feuille de papier scotchée sur le verre cathédral de la porte de son cabinet, par-dessus les lettres qui proclamaient « Albert Gendron, chirurgien-dentiste ». Il put déchiffrer l'exergue, alors qu'il lui restait 5 marches à gravir, et son cœur se mit à battre plus fort, souffle ou pas, non à cause de l'exercice, mais de la rage qui s'empara de lui. Écoute un peu, arracheur de dents de mes deux. On a essayé de raisonner avec toi. Qu'il écoute celui qui sait. Mais ça n'a servi à rien. Tu es en train de prendre le chemin de l'enfer. Et à leurs œuvres, tu les connaîtras. On a déjà supporté patiemment ton idolâtrie papiste, et même ta manière licencieuse d'honorer la grande prostituée de Babylone. Mais maintenant, t'as été trop loin. Pas question qu'on vous laisse jouer au dé avec le diable à Castle Rock. Les bons chrétiens sentent la puanteur du soufre et de l'enfer sur la ville depuis quelque temps. Si tu n'y arrives pas, c'est parce que t'as le nez bouché par tes propres péchés. Fais bien attention à notre avertissement, et tiens-en compte. Abandonne le projet de faire de cette ville un repère de voleurs et de joueurs, sans quoi tu vas le sentir pour de bon, l'enfer. Tu vas le sentir pour de bon, le soufre. Les méchants iront en enfer, ainsi que toutes les nations qui oublient Dieu. Psaume 9, 17. Écoute et obéis, sans quoi tes cris de lamentation s'entendront jusqu'en enfer. Les bons baptistes de Castle Rock. Que le cul leur pèle! Finit par s'exclamer Albert, froissant la feuille dans le jambonneau qui lui tenait lieu de paluche. Cet abruti de marchand de godasses papiste a fini par perdre complètement les pédales. Il commença par appeler le père John, pour lui dire que la partie risquait de devenir un peu plus houleuse d'ici la nuit casino. « Ne vous inquiétez pas, Albert, » lui répondit calmement le père Brigham. « Si ce crétin commence à taper, il ne va pas tarder à s'apercevoir qu'un arracheur de dents peut taper encore plus fort que lui, n'est-ce pas ?»« Tout juste, mon père. » Albert tenait toujours la note froissée dans sa main. Il la regarda de nouveau et eut un mauvais petit sourire. « Tout à fait juste. » À 10h15, le cadran numérique de la banque affichait une température de 25 degrés. De l'autre côté du pont, sur le point de l'horizon où se perdait la route 117, le soleil anormalement fort fit naître une étoile diurne qui se mit à miroiter, aveuglante. Dans son bureau, où il rédigeait le rapport sur le double meurtre Cobb-Jerzik,
Alan Pangborn ne voyait rien de ces reflets éclatants de métal et de verre. Les aurait-il vus, qu'il ne s'y serait d'ailleurs pas intéressé. Après tout, ce n'était qu'une voiture qui s'approchait. Pourtant, le féroce scintillement de chrome et de vitres qui fonçait vers le pont à plus de 110 km à l'heure annonçait l'arrivée de quelqu'un qui allait jouer un rôle essentiel dans la destinée de Pangborn et dans celle de toute la ville. Dans la vitrine du bazar des rêves, une longue main osseuse, sortant d'une manche couleur fauve, prit le panneau « Fermé jour de colon » et le remplaça par un autre où on lisait « Recherchons employés ». La voiture roulait encore à 80 dans une zone limitée à 40 lorsqu'elle traversa le pont. Les ados du lycée auraient regardé ce véhicule avec envie. Il s'agissait d'une Dodge Challenger, couleur de citron vert, que son arrière-train, relevé par des amortisseurs renforcés, faisait piquer du nez. On distinguait à peine, à travers les vitres fumées, l'arceau de sécurité qui séparait l'avant de l'arrière. Divers autocollants ornaient l'arrière, cataloguant toutes les améliorations apportées à l'engin. Les gros pots d'échappement ronronnaient avec satisfaction, repus du super à 96 d'octane que l'on ne pouvait trouver qu'à la station-service en bordure de l'autoroute d'Oxford, une fois que l'on avait dépassé Portland. La Challenger ralentit un peu au croisement de Main Street et de Laurel Street, puis alla se garer dans l'une des places en épi en face du clip joint, faisant légèrement crisser les pneus. Il n'y avait aucun client chez le coiffeur. Bill Fullerton et son aide, Henry Gendron, assis dans les fauteuils, lisaient le journal qu'ils s'étaient partagé sous les vieilles publicités de Braille Cream et de Wild Root Cream Oil. Le chauffeur donna un coup d'accélérateur qui fit pétarader son échappement, et les deux hommes levèrent la tête. « Un engin de mort ou je ne m'y connais pas ?» commenta Henry. Bill acquiesça, étirant sa lèvre inférieure entre deux doigts. « Ouais !» Le moteur s'arrêta de tourner et la portière s'ouvrit. Le coiffeur et son acolyte regardaient toujours. Un pied chaussé d'une Doc Martin noire et raflée surgit des profondeurs de la Challenger. Il précédait une jambe serrée dans un pantalon de toile délavé. Puis le conducteur sortit et, debout, dans la chaleur anormale du jour, enleva ses lunettes de soleil, qu'il glissa dans le V de sa chemise ouverte, avant de regarder autour de lui sans se presser, l'air méprisant. « Oh oh, on dirait bien que la racaille vient de débarquer !» commenta Henry. Bill Fullerton, la partie sport du journal encore sur les genoux, contemplait cette apparition bouche bée. « Ace Merrill !» fit-il dans un souffle. « Aussi vrai que je suis le fils de ma mère !»« Mais qu'est-ce qu'il peut bien foutre ici ?» demanda Henry avec indignation. « Je croyais qu'il était à Mechanic Falls à semer la merde dans leur vie à eux. »« Aucune idée. » Bill étira de nouveau sa lèvre inférieure. « Regarde-moi ça. Gris comme un rat et 2 fois plus immonde, je te parie. Quel âge a-t-il » Henry haussa les épaules. « Plus de 40 et moins de 50. De toute façon, qu'est-ce que ça peut faire ? M'a toujours l'air d'un fouteur de merde. » Comme s'il les avait entendus, Ace se tourna vers la vitrine du salon, leva lentement la main et leur adressa un petit signe sarcastique. Les deux hommes sursautèrent, indignés, comme de vieilles filles qui se rendent soudain compte que les sifflets insolents en provenance de l'académie de billard leur sont destinés. Ace enfonça les mains dans les poches de son lowriders et s'éloigna d'un pas tranquille, image même de l'homme qui a tout son temps et qui est d'une décontraction à toute épreuve. « Tu ne crois pas qu'on devrait appeler le shérif Pangborn ?» demanda Henry. Bill Fullerton continua d'étirer sa lèvre. Finalement, il secoua la tête. « Il sera bien assez tôt qu'Ace est en ville, pas besoin que je lui apprenne, ni toi. » Ils se turent et suivirent l'homme du regard jusqu'à ce qu'il fût hors de vue. Personne n'aurait deviné, à le voir se pavaner d'un pas aussi nonchalant, qu'Ace Merrill était un homme aux abois. Buster Keaton aurait pu, dans une certaine mesure, comprendre son problème. Ace devait une somme rondelette à certaines de ses relations, une somme qui dépassait nettement les 80 000 $. Les créanciers de Keaton, cependant, n'avaient guère d'autre possibilité que de l'envoyer en prison, tandis que si Ace ne disposait pas de l'argent avant la fin du mois au plus tard, ses créanciers à lui l'expédieraient 6 pieds sous terre. Tous ceux qu'Ace Merrill avait terrorisés
Des garçons comme Teddy Duchamp, Chris Chambers, Vern Tessio l'auraient immédiatement reconnu en dépit de ses cheveux grisonnants. Pendant les années où il avait travaillé dans l'usine de textile de la région, usine maintenant fermée depuis 5 ans, il aurait eu plus de difficultés. À cette époque, il s'adonnait au petit larcin et à la bière, avait pris beaucoup de poids à cause de celle-ci, et attiré l'attention de feu le shérif Bannerman à cause de cela. C'est alors qu'Ace avait découvert la cocaïne. Il avait quitté son travail, perdu 20 kilos, sniffé la coke à un train d'enfer et gagné ses galons d'authentiques cambrioleurs sous l'effet de cette merveilleuse substance. Sa situation financière était passée par des hauts très hauts et des bas très bas, comme seuls en connaissent les voltigeurs de la grande finance pas nette et les trafiquants de cocaïne. Il lui arrivait de commencer un mois sans un sou et de le terminer avec 50 ou 60 000 dollars planqués entre les racines du pommier mort au fond de son jardin de Cranberry Bog Road. Il se payait un jour le menu royal de chez Maurice et mangeait le lendemain un plat de macaroni au fromage dans la kitchenette de sa caravane. Tout dépendait du marché et de l'offre. Car Ace, comme la plupart des trafiquants de cocaïne, était son meilleur client. Environ un an après que le nouvel Ace, longiligne, mince, grisonnant et accro jusqu'à la moelle, fut sorti de la chrysalide de l'art dont il s'était bardé depuis le jour où il avait faussé compagnie à l'école, il avait rencontré quelques types du Connecticut. Les types en question, en plus de la schnouf, trafiquaient dans les armes. Ace les jaugea sur le champ. Comme lui, les frères Corson étaient leurs meilleurs clients. Ils lui offrirent l'équivalent d'une franchise gros calibre pour la région centrale du Maine, et Ace accepta avec joie, décision qui ne relevait pas plus de son sens des affaires que lorsqu'il avait commencé à dealer de la coke. S'il y avait une chose qu'il aimait plus passionnément que les bagnoles et la drogue, c'était bien les armes. Un jour qu'il était à court de fonds, il avait été voir son oncle, lequel avait prêté de l'argent à la moitié de la population de Castle Rock, et écroulé sous le pognon, d'après ce qu'on disait. Ace ne voyait pas pourquoi il ne pourrait pas lui en emprunter, lui aussi. Il était jeune, enfin, relativement, 48 balais tout de même, et il avait des perspectives et du cran. Son oncle, en revanche, avait une vision entièrement différente des choses. « Pas question !» lui avait répondu Réginald de Marion Pop Merrill. « Je sais d'où vient ton argent quand t'en as. C'est le fric de cette merde blanche. »« Voyons, oncle Réginald. »« Me fais pas le coup du bon tonton, veux-tu. T'en as encore sur le bout du nez. Quelle insouciance. Les types qui prennent cette saloperie et qui en vendent sont toujours négligents. Et les types négligents finissent par se retrouver en tôle, s'ils ont de la chance. Sinon, ils se retrouvent à fertiliser un coin de marécage à 6 pieds de long sur 3 de profondeur. Je peux pas récupérer mon argent si mes débiteurs sont derrière les barreaux, ou transformés en macabées. Je te donnerai même pas la sueur de mon trou de balle crasseux, si tu vois ce que je veux dire. » Il s'était trouvé dans cet état de gêne financière peu après la nomination d'Alan Pangborn au poste de shérif du comté de Castle. Et la première grosse affaire d'Alan avait eu lieu le soir où il avait surpris Ace et 2 compères essayant leur talent sur le coffre-fort de Henry Beaufort au Mellow Tiger. Une affaire exemplaire, à mettre dans tous les manuels, qui avait valu à Ace Merrill de se retrouver bouclé à Shawshank, moins de 4 mois après avoir été averti par son oncle que c'était l'avenir qui l'attendait. Grâce à un compromis, il avait pu éviter l'accusation de tentative de cambriolage aggravée, mais celle de violation nocturne de domicile avec effraction lui avait malgré tout donné pas mal de fil à retordre. Libéré au printemps 1989, il avait été s'installer à Mechanic Falls. On lui avait trouvé un travail dans le service de maintenance de l'autoroute d'Oxford Plains, dans le cadre d'un programme de réhabilitation financé par l'État. Bon nombre de ses anciens copains traînaient encore dans le secteur, sans parler de ses anciens clients, et Ace ne tarda pas à se remettre au boulot et à saigner de nouveau du nez. Il conserva son travail à l'autoroute jusqu'au terme officiel du contrat, mais n'y resta pas un jour de plus. Il avait reçu un coup de fil des Corson, les frères volants, et au bout de peu de temps, il vendait de nouveau des armes à feu en plus de dealer la poudre bolivienne à s'exploser la tête. Le marché des pétoires avait évolué à la hausse pendant son séjour à l'ombre. Au lieu de fusils, pistolets et armes de chasse semi-automatiques, c'étaient maintenant des armes de guerre, automatiques ou semi-automatiques, qu'il fourguait avec de juteux bénéfices.
Il avait atteint le paroxysme en juin de cette année-là, lorsqu'il avait vendu un missile sol-air Thunderbolt à un marin affublé d'un accent sud-américain prononcé. L'homme avait rangé l'engin et donné 17 000 $ en billets de 100 à Ace, des billets neufs, mais dont les numéros ne se suivaient pas. « Qu'est-ce que vous allez faire de ce truc-là » n'avait-il pu s'empêcher de demander, fasciné. « On peut faire tout ce qu'on veut de ce truc-là » avait répondu le marin sans sourire. Puis, en juillet, la grande dégringolade. Ace ne comprenait toujours pas très bien comment c'était arrivé, sinon qu'il aurait été mieux inspiré de ne traîner qu'avec les frères volants, pour la poudre comme pour les armes. Un type de Portland lui avait livré 1 kilo de colombienne, achat qu'il avait financé avec l'aide de Mike et de David Corson, dont la participation s'élevait à 85 000 $ exactement. Le lot lui avait paru valoir 2 fois ce prix, le test ayant révélé qu'il était de toute première qualité. Ace n'ignorait pas que 80 billets représentaient beaucoup plus de fric que ce qu'il maniait d'habitude, mais il avait confiance en lui et se sentait prêt à passer au régime supérieur. À cette époque, « Pas de problème » était sa devise préférée. Depuis, les choses avaient changé. Beaucoup changé. Ces changements étaient intervenus lorsque Dave Corson l'avait appelé de Danbury, Connecticut, pour lui demander ce qui lui prenait de vouloir faire passer du sucre glace pour de la coke. Apparemment, le type de Portland l'avait refait, qualité extra ou pas, et lorsque Dave Corson avait commencé à s'en rendre compte, il s'était montré nettement moins amical. En fait, carrément inamical. Ace aurait pu jouer les filles de l'air. Au lieu de cela, il rassembla tout son courage. Il n'en manquait pas, alors qu'il n'était pourtant plus tout jeune, et alla voir les frères volants. Il leur donna sa version des faits. Il le fit à l'arrière d'une fourgonnette Dodge avec moquette, lido et miroir au-dessus. Il se montra très convaincant. Il fallait l'être, car la fourgonnette se trouvait garée tout au bout d'une route de terre creusée d'ornières, à quelques kilomètres à l'ouest de Danbury. Un noir, surnommé Timmy la Grande Perche, se tenait au volant, et les frères Corson étaient assis de part et d'autre de lui, un fusil sans recul à la main. Tout en parlant, Ace se rappela ce que lui avait prédit son oncle, avant qu'il fût pris dans le casse du Mellow Tiger. « Et les types négligents finissent par se retrouver en tôle, s'ils ont de la chance. Sinon, ils se retrouvent à fertiliser un coin de marécage à 6 pieds de long sur 3 de profondeur. » Eh bien, Pop avait eu raison pour le début. Ace avait bien l'intention de se servir de toute sa force de persuasion pour éviter qu'il n'ait aussi raison pour la fin. Il n'y avait pas de programme de réhabilitation une fois qu'on croupissait au fond du marécage. Il fut très persuasif, surtout à partir du moment où il mentionna ce nom magique. Ducky Morin. « T'as acheté cette merde à Ducky ?» dit Mike Corson, ouvrant de grands yeux injectés de sang. « T'es bien sûr du nom ?»« Sûr, j'en suis sûr, pourquoi ?» Les frères Corson se regardèrent et commencèrent à rire. Ace ignorait ce qui provoquait leur hilarité, mais était content de les entendre s'esclaffer. Il lui semblait que c'était bon signe. « De quoi avait-il l'air, ce mec ?» demanda Dave. « Il est grand, pas autant que lui !» Du pouce, il montra l'homme au volant, qui, un baladeur sur la tête, se balançait en mesure sur un rythme qu'il était le seul à entendre. « Mais grand, c'est un Canadien. Parle comme ça. Il a une boucle d'oreille en or. C'est ce bon vieux Daffy Duck !» reconnut Mike. « Je vais te dire la vérité. » enchaîna Dave. « J'en reviens pas que personne n'ait encore descendu Zigoto. » Il regarda son frère et tous deux secouèrent la tête, l'air aussi stupéfait l'un que l'autre. « Je croyais qu'il était correct. Jusqu'ici, il l'avait toujours été. » fit remarquer Ace. « Mais voilà, t'as été prendre de petites vacances, hein ?» Mike. « Des petites vacances à l'hôtel sans fenêtre, c'est ça ?» Dave. « T'étais sans doute au trou lorsque Ducky Morin a découvert le freebase. » Mike. « C'est là qu'il a commencé à dégringoler la pente, et vite. » Vois-tu, Ducky a appris un petit tour qu'il aime bien faire depuis quelque temps. Dave. « Connais-tu le coup, ta patte et tu faire ?» Ace réfléchit puis secoua la tête. « Mais si, tu connais. » Dave. « La preuve, c'est à cause de ça que t'y es jusqu'au cou. Il te montre tout un tas de sachets remplis de poudre blanche. L'un est plein de coke, de la bonne. Les autres sont pleins de merde, comme toi, abruti. » « Mais on a fait le test. J'ai pris un sac au hasard et on l'a testé. »
Mike et Dave échangèrent un regard chargé d'humour noir. « Ils l'ont testé, » dit Dave. « Il a pris un sachet au hasard, » ajouta Mike. Ils levèrent les yeux au ciel et échangèrent un nouveau regard dans le miroir qui occupait le plafond. « Alors ?» demanda Ace, les regardant tour à tour. Soulagement de voir qu'il savait qui était Duck. Soulagement aussi d'être cru. Mais il n'en était pas moins démoralisé. Il le traitait comme un crétin. Ce qu'Ace Merrill ne supportait pas. Ce qu'Ace Merrill ne supportait de personne. « Alors quoi ?» répliqua Mike Corson. « Si tu n'avais pas cru avoir choisi le sachet toi-même, tu n'aurais pas fait l'affaire, non ?» Ducky, c'est un type du genre prestidigitateur, qui refait éternellement le même tour de carte à la con. Prenez une carte, n'importe laquelle. T'as déjà vu ça tout de même, un trou du case. Les pétards braqués sur lui ne l'empêchèrent pas de se rebiffer. M'appelez pas comme ça. On t'appellera comme on voudra, rétorqua Dave. Tu nous dois 80 gros billets, Ace. Et tout ce que nous avons en garantie, c'est du sucre en poudre. Il y en a bien pour $1,50. Et on t'appellera Ace du con la joie tant que ça nous plaira. Les deux frères échangèrent de nouveau un regard. Après cette communication silencieuse, Dave se leva, alla taper Timmy la grande perche sur l'épaule et lui confia son arme. Puis Dave et Mike descendirent du véhicule et tinrent conférence à côté d'un buisson de sumac vénéneux, en bordure d'un champ. Ace n'avait pas besoin de les entendre pour savoir de quoi il était question. De son avenir immédiat. Assis au bord du lit d'eau, il suait comme un porc en attendant le verdict. Timmy la grande perche, vautré sur le siège capitonné que Mike Corson venait de libérer, tenait l'automatique pointé sur Ace et suivait la cadence de la tête. Très faiblement, Ace entendait la voix de Marvin Gaye et de Tammy Terrell sortir des écouteurs. Ils chantaient « Ma faute ». Mike et Dave revinrent. « On te donne 3 mois, » dit Mike. Ace se sentit liquéfié de soulagement. « Pour l'instant, on a plus envie de notre fric que de te trouver la paillasse. Il y a autre chose. »« Ouais, » enchaîna Dave. « On veut se faire Ducky, Maureen. Ça fait trop longtemps qu'il déconne. Ce type va finir par nous faire une sale réputation. On a notre petite idée sur la manière de le trouver. Il va se dire que quand on a baisé un trou du case une fois, on peut le baiser 2. Des commentaires à faire, trou du case ? Demanda Mike. Ace n'en avait pas. La seule idée qu'il verrait la lumière le lendemain le rendait heureux. Date limite, le 1er novembre. Tu nous amènes notre fric le 1er et on se fout à la chasse aux connards tous les 3. Sinon, on te découpera en petits morceaux, jusqu'à ce que t'en aies marre et claque. Lorsque l'affaire lui avait pété dans les mains, Ace détenait notamment une douzaine d'armes diverses de gros calibre, automatiques ou semi-automatiques. Il passa l'essentiel de sa période de grâce à les négocier. Avec l'argent, il aurait pu acheter de la coke. Il n'y avait pas meilleur placement que la poudre lorsqu'il fallait récupérer en vitesse un gros paquet. Mais pour le moment, le marché des armes stagnait. Il vendit la moitié de son stock, mais aucun des gros calibres, et ce fut tout. Au cours de la 2e semaine de septembre, il avait décroché un acheteur potentiel dans un pub de Lewiston. Le type lui avait fait comprendre de toutes les manières possibles qu'il souhaitait acheter au moins 6 armes automatiques, voire 10, si Ace pouvait aussi donner le nom d'un fournisseur de munitions qui soit fiable. Rien de plus facile pour lui. Les frères Corson étaient les trafiquants de munitions les plus fiables qu'il connut. Ace se rendit dans les toilettes du pub afin de s'envoyer 2 lignes de coke avant de conclure le marché. Il rayonnait, heureux et soulagé, victime de ce même sentiment de toute puissance qui avait coûté si cher à nombre de présidents américains. Il avait l'impression de voir la lumière au bout du tunnel. Il avait placé son petit miroir de poche sur le réservoir de la chasse d'eau et venait de poser une première ligne dessus, lorsqu'une voix monta de l'urinoir, située tout à côté. Il ignora toujours qui avait parlé. Ce qu'il savait, cependant, était qu'on lui avait peut-être épargné 15 ans dans un pénitencier fédéral. « Le mec à qui tu parles t'enregistre, mec. Fais gaffe !» dit la voix en provenance de l'urinoir. Ace sortit par la porte de derrière de l'établissement. À la suite de cette alerte, il ne lui vint jamais à l'esprit que son informateur inconnu avait pu simplement se payer sa tête. Ace fut pris d'une sorte d'étrange torpeur.
Il était incapable de faire autre chose que d'acheter un peu de coke de temps en temps pour son usage personnel. Jamais il n'avait connu auparavant un tel état de paralysie. Il avait beau en être horrifié, il ne savait que faire. Tous les matins, il commençait par regarder le calendrier. Novembre paraissait se précipiter sur lui à toute vitesse. Puis, ce matin-là, il s'était éveillé avant l'aube, avec, dans la tête, une idée lumineuse, comme si elle brillait d'un étrange éclat bleu. Il devait retourner à Castle Rock. Là-bas se trouvait la réponse. Il le sentait. Mais même s'il se trompait, le changement aurait peut-être pour effet de rompre le charme qui le paralysait. À Mechanic Falls, il n'était que John Merrill, un ancien tôlard qui vivait dans un cabanon aux vitres fermées de plastique et à la porte capitonnée de carton. À Castle Rock, il avait toujours été Ace Merrill, l'ogre qui patrouillait à grandes enjambées dans les cauchemars de toute une génération de gosses. À Mechanic Falls, il n'était qu'un pauvre blanc, un débris, un laissé-pour-compte, un type qui possédait une Dodge trafiquée mais pas de garage pour l'abriter. À Castle Rock, il avait été au moins pendant un temps quelque chose comme un roi. Il était donc revenu. Bon, et la suite des opérations? Ace ne savait pas. La ville lui paraissait plus sinistre, plus vide que dans son souvenir. Pangborn devait traîner ses guêtres quelque part, et ce vieux merlan de Fullerton n'allait pas tarder à décrocher le bigophone pour lui dire qui venait de débarquer. Le shérif le retrouverait, lui demanderait ce qu'il fabriquait là, s'il avait un travail. Il ne pourrait même pas répondre qu'il était revenu dire bonjour à son oncle, vu que Pop se trouvait malencontreusement dans sa boutique lorsqu'elle avait brûlé. « Bon, d'accord, » lui dirait Pangborn. « Et si tu remontais dans ta machine infernale, voir ailleurs si je m'y trouve ?» Que répondrait-il? Ace ne le savait pas davantage, mais la lumière bleue, avec laquelle il s'était réveillé, continuait de briller quelque part en lui. Il constata que l'emplacement sur lequel se dressait naguère l'Emporium Galorium était resté un terrain vague. Rien que des herbes folles, quelques bouts de planches calcinées et divers déchets. Des morceaux de verre brisés renvoyaient d'éblouissants reflets de soleil. Il n'y avait rien à voir, mais Ace voulait tout de même voir. Il avait presque fini de traverser la rue lorsqu'un haut vent vert, un peu plus loin, attira son regard. « Le bazar des rêves » lisait-on sur le côté. « Tu parles d'un nom pour une boutique ?» Ace se retourna sur ses pas pour aller voir. Il pourrait toujours aller admirer un peu plus tard le terrain vague où s'élevait naguère le piège à touristes de son oncle. Personne n'allait l'emporter. La première chose qui attira son œil fut « Recherchons employés ». Il ignorait pour quelle raison il était revenu à Castle Rock, mais en tout cas, ce n'était pas pour devenir magasinier. Il découvrit dans la vitrine un certain nombre d'objets de qualité, du genre de ceux qu'il aurait emportés lors d'un petit travail de nuit dans une maison cossue. Un échiquier dont les pièces étaient des animaux sauvages, un collier de perles noires qui lui parut de valeur. Il se demanda tout de même si les perles n'étaient pas fausses. Qui, dans ce trou perdu, aurait pu s'offrir un authentique collier de perles noires? Bon travail, pourtant. Elle lui paraissait aussi vraie que possible. Et ses yeux se rétrécirent lorsqu'il lut le titre de l'ouvrage qui trônait derrière le collier de perles. Sur la couverture, on distinguait parfaitement deux hommes sur une crête, dans un paysage nocturne. L'un tenait une pioche, l'autre une pelle. Le titre du livre était « Trésors enterrés et perdus de la Nouvelle-Angleterre ». Le nom de l'auteur figurait en petites lettres blanches sous l'illustration. Réginald Merrill. Ace mit la main sur le bouton de la porte, qui tourna sans difficulté. La clochette tinta. Ace Merrill entra dans le bazar des rêves. « Non !» dit Ace, en examinant le livre que M. Gaunt avait retiré de la vitrine.
Ce n'est pas celui-ci, vous vous êtes sans doute trompé. C'est le seul bouquin de la vitrine, je vous assure. Objecta l'homme d'une voix légèrement intriguée. Regardez vous-même si vous ne me croyez pas. C'est bien ce qu'il faillit faire un instant, puis il laissa échapper un sourire exaspéré. Non, je vous crois. Le livre que le commerçant lui avait mis entre les mains était L'île au trésor, de Robert Louis Stevenson. Il comprenait bien ce qui venait de se passer. Il pensait à Pop, et il s'était trompé. Sa première erreur, cependant, avait été de revenir à Castle Rock. Mais bon Dieu, qu'est-ce qui lui avait pris? Écoutez, il est très bien votre magasin, mais il faut que j'y aille. On pourra se voir une autre fois, monsieur... Gaunt, Leland Gaunt, dit le commerçant en lui tendant la main. Ace vit la sienne disparaître dans celle de l'autre. Il se sentit brusquement envahi d'une grande force qui le galvanisa. De nouveau, la lumière bleue flamboyait dans son esprit, plus éclatante que jamais. Il retira sa main étourdi, les jambes en coton. « C'est quoi cette affaire ?» murmura-t-il. « Je crois qu'on appelle ça un capteur d'attention, » répondit Gaunt sur un ton calme. « Vous allez décider de m'écouter attentivement, monsieur Merrill. Comment connaissez-vous mon nom? Je vous l'ai pas dit. Oh, je sais très bien qui vous êtes, vous. Je vous attendais. Comment ça? Je ne savais même pas que j'allais venir ici avant de monter dans ma foutue bagnole. Veuillez m'excuser un instant. Gaunt alla prendre un panonceau appuyé contre un mur, puis il se pencha sur l'étalage, retira « Recherchons employés » et mit à la place « Fermé, jour de colon ». Qu'est-ce que vous faites? Ace se sentait comme quelqu'un qui vient de heurter une barrière électrifiée de faible voltage. La coutume veut qu'un commerçant qui vient de trouver l'employé qu'il désire retire l'offre d'emploi de sa vitrine, répondit le Leland Gaunt sur un ton un peu sévère. Mes affaires à Castle Rock se sont rapidement développées. Et j'ai besoin de quelqu'un avec un dos solide et deux mains vigoureuses. Je me fatigue si vite depuis quelque temps. J'ai aussi besoin d'un chauffeur. Conduire est votre talent le mieux développé, je crois. Votre premier travail, Ace, consistera à vous rendre à Boston. J'y possède une auto dans un garage. Cela devrait vous amuser. C'est une Tucker. Une Tucker? Un instant, Ace oublia qu'il n'était pas venu ici pour prendre un emploi de magasinier, voire de chauffeur. Vous voulez dire, comme dans ce film? Pas exactement. Monsieur Gaunt passa derrière son comptoir, sortit une clé et ouvrit un tiroir dans lequel il prit deux enveloppes. Il laissa l'une d'elles sur le comptoir et tendit l'autre à Ace. Elle a subi quelques modifications. Tenez, ce sont les clés. Attendez une minute, j'ai jamais dit... Les yeux de Monsieur Gaunt étaient d'une couleur étrange qu'Ace n'aurait su définir. Mais lorsqu'ils s'assombrirent et le foudroyèrent, il sentit ses jambes devenir en coton. « Tu es dans la panade, Ace. Mais si tu n'arrêtes pas de te comporter comme une autruche et de mettre la tête dans le sable, je ne vais même plus avoir envie de t'aider. Les magasiniers, il suffit de taper dans un réverbère pour qu'il en tombe 10. Je le sais, crois-moi. J'en ai engagé des centaines au cours des années. Peut-être des milliers. Alors arrête de faire le con avec moi et prends ces clés !» Ace se saisit de la petite enveloppe. Lorsque ses doigts effleurèrent ceux de Gaunt, le rideau de feu lui remplit de nouveau l'esprit. Il gémit. « Tu iras à l'adresse que je vais te donner, et tu rangeras ta voiture à la place de la mienne. Je t'attends au plus tard à minuit. Ce serait encore mieux un peu plus tôt. Ma Tucker est beaucoup plus rapide qu'elle n'en a l'air. » Il sourit, révélant ses dents de travers. Ace fit une dernière tentative. « Écoutez, monsieur... Gaunt !» Il acquiesça. Sa tête oscillait comme celle d'une marionnette entre les mains d'un manipulateur novice. « Dans d'autres circonstances, j'aurais marché. Vous êtes... intéressant. » Ce n'était pas ce qu'il avait voulu dire, mais c'était ce qu'il avait trouvé de mieux sur le moment. «
Vous avez raison, je suis dans le pétrin. Et si je trouve pas un paquet de fric d'ici 2 semaines... Eh bien, et le livre? Demanda M. Gaunt d'un ton à la fois amusé et réprobateur. N'est-ce pas pour le livre que vous êtes entré? Mais ce n'est pas celui... Il se rendit compte qu'il le tenait encore à la main. L'illustration était toujours la même, mais le titre semblait être maintenant celui qu'il avait cru lire dans la vitrine. Trésors enterrés et perdus de la Nouvelle-Angleterre de Réginald de Merrill. Mais que... marmonna-t-il d'une voix étranglée. Soudain, il comprit. Il n'était nullement à Castle Rock. Il était chez lui à Mechanic Falls et rêvait tout cela dans son lit crasseux. Un livre, apparemment, remarqua M. Gaunt. Le nom de feu votre oncle n'est-il pas Réginald de Merrill? Quelle coïncidence! Mon oncle n'a jamais rien écrit de sa vie. Sinon, des reçus et des chiffres dans la colonne recette. Répondit Ace de la même voix étouffée. Il regarda le Lord Gaunt et se rendit compte qu'il ne pouvait détacher son regard des yeux de l'homme. Des yeux qui ne cessaient de changer de couleur. Bleu, gris, noisette, brun, noir. « Oh, ce nom est peut-être un pseudonyme, » admit Gaunt. « Qui sait si ce n'est pas moi qui ai rédigé cet ouvrage? »« Vous ?» L'homme joignit les doigts sous son menton. « Ce n'est peut-être pas un livre du tout, et les choses particulières que je vends ne sont peut-être pas du tout ce qu'elles semblent être. Ce ne sont peut-être que des choses grises, qui n'ont qu'une seule propriété remarquable, celle de prendre la forme de ce qui hante les rêves des hommes et des femmes. » Il se tut un instant, puis ajouta : « Elles ne sont peut-être elles-mêmes que des rêves. » « J'y comprends rien. »« Je sais, » fit M. Gaunt avec un sourire. « Ça n'a pas d'importance. Si jamais votre oncle avait écrit un livre, le sujet n'en aurait-il pas été les trésors enfouis? Ne peut-on pas dire à bon droit que les trésors enfouis dans le sol ou dans les poches de ses contemporains étaient un sujet qui l'intéressait au plus haut point? »« Oh, pour ça, il aimait l'argent, ouais. » intervint Ace d'un ton sinistre. « Et au fait, où cet argent est-il donc passé? Vous l'a-t-il laissé? Certainement, puisque vous étiez son seul parent survivant. »« Pas un sou, oui !» éclata Ace furieux. Tout le monde dans ce patelin vous racontait qu'il possédait encore le premier dollar qu'il avait gagné. Mais il y avait moins de 4000 $ sur son compte en banque quand il éclamsait. Ça a servi à payer l'enterrement et le nettoyage du site. Et quand on a ouvert son coffre, à la banque, savez-vous ce qu'on a trouvé? Oui. » M. Gaunt avait répondu d'un ton sérieux, compatissant même, mais son regard riait. « Des timbres de rabais découpés sur les emballages. 20 classeurs en tout. »« Tout juste. » L'air navré, Ace regardait trésors enterrés et perdus de la Nouvelle-Angleterre. Un instant, sa rage lui avait fait oublier son impression de désorientation et de rêve. « Et vous savez quoi? La plupart de ces foutus timbres ne sont même plus valables. À Castle Rock, tout le monde avait peur de lui. Même moi, j'en avais un peu peur. Tout le monde pensait qu'il était aussi riche que l'oncle Picsou, mais il est mort sans un rond. » Il ne faisait peut-être pas confiance aux banques. Il a peut-être enterré son trésor. Ça ne vous paraît pas possible? Ace ouvrit la bouche, la referma, la rouvrit, la referma. « Arrêtez! On dirait un poisson dans un aquarium. » Le neveu de Pop regarda le livre qu'il tenait à la main. Il le posa sur le comptoir et se mit à le feuilleter. Les pages étaient écrites en petits caractères aux lignes serrées. Quelque chose en tomba. Un morceau irrégulier de papier kraft, inégalement replié, qu'il reconnut sur le champ. Il provenait d'un sac de commission du supermarché Hemphill. Combien de fois, petit garçon, avait-il pu observer son oncle déchirer un fragment semblable sur l'un des sacs qu'il remisait sous sa vieille caisse enregistreuse Stockenheim? Combien de fois l'avait-il vu additionner des chiffres sur un tel bout de papier, voire rédiger une reconnaissance de dette? Il le déplia les mains tremblantes. C'était une carte.
On le comprenait au premier coup d'œil, mais encore fallait-il pouvoir interpréter ce qui n'était qu'un fatras de traits et de cercles entortillés. « C'est quoi ce truc ?»« Vous avez besoin de quelque chose qui vous aide à vous concentrer, c'est tout. Voilà qui pourrait vous aider. » Monsieur Gaunt venait de poser un petit miroir au cadre en argent travaillé à côté de sa caisse enregistreuse. Il ouvrit la deuxième enveloppe et versa une généreuse quantité de cocaïne sur le miroir. Elle paraissait à l'œil très expérimenté d'Ace d'une qualité absolument fabuleuse. Le projecteur qui éclairait la zone y faisait naître des milliers de minuscules éclats brillants. « Bordel de Dieu! C'est de la colombienne ?» demanda Ace qui sentait déjà son nez le chatouiller. « Non, un mélange spécial, » répondit Gaunt sans lever les yeux. « Il vient des plaines de Leng. » Il prit un coupe-papier en or dans l'une des poches de son veston et commença à disposer la poudre en longues lignes bien fournies. « C'est où ce coin ?»« Au-delà des collines, et très loin ensuite. Ne posez pas de questions, Ace. Les gens qui doivent autant d'argent que vous sont bien avisés de saisir au passage les bonnes choses qui leur arrivent. » Il rangea le coupe-papier et de la même poche sortit un chalumeau à boire qu'il tendit à Ace. « À la vôtre !» Le poids du chalumeau était stupéfiant. Il ne devait pas être en verre, mais sans doute en cristal de roche, ou quelque chose comme ça. Il s'inclina sur le miroir, puis hésita. Et si le vieux avait le sida ou un truc dans ce genre ? « Ne posez pas de questions, Ace. Les gens qui doivent autant d'argent que vous sont bien avisés de saisir au passage les bonnes choses qui leur arrivent. »« Amen !» dit-il à voix haute, et il sniffa. Sa tête s'emplit de l'effluve, mélange de banane et de citron, que présente toujours la bonne coke. Elle était à la fois douce et puissante. Il sentit son cœur se mettre à battre plus fort. En même temps, ses pensées devinrent plus aiguës et tranchantes, éclatantes de chrome. Il se souvint de ce qu'un type lui avait dit peu de temps après s'être fait piéger par le produit. « Les choses ont davantage de noms quand t'es pété, bien davantage. » Il n'avait pas compris ce jour-là, mais maintenant si. Il tendit le chalumeau à Gaunt, mais ce dernier secoua la tête. « Jamais avant 5 heures de l'après-midi, Ace. Ne vous gênez pas, allez-y. »« Merci. » Ace regarda de nouveau la carte et vit qu'il la déchiffrait maintenant très bien. Les deux lignes parallèles avec le X entre elles désignaient manifestement le Tin Bridge. Cela compris, tout le reste en découlait logiquement. Le tortillon qui courait entre les lignes sous le X représentait la route 117. Le petit cercle s'identifiait à la ferme Gavino. Le grand cercle à l'étable et aux installations laitières. Logique, aussi clair, net et scintillant que le petit tas de coques immaculées qu'avait posé devant lui cet incroyable bonhomme à la coule. Ace se pencha de nouveau sur le miroir. « Feu à volonté !» murmura-t-il en sniffant 2 autres lignes. Bang! Zap! Bordel! Ça c'est de la cam! Il en avait presque le souffle coupé. « De la super !» ajouta M. Gaunt gravement. Ace leva les yeux, soudain convaincu que le commerçant se payait sa tête. Mais l'homme présentait une expression calme et sereine. Il se tourna de nouveau vers la carte. C'étaient les petites croix qui l'intéressaient. Il en compta 7. Non, 8. L'une d'elles semblait se trouver sur le marécage qui appartenait au père Treblehorn. Sauf que le père Treblehorn était mort depuis 4 ans, et que le bruit avait couru que Pop avait récupéré cette terre, gagée sur un emprunt qu'il avait consenti au vieux. Celle-là, s'il connaissait bien sa topographie locale, était aux limites du conservatoire naturel de l'autre côté de Castleview. Il y en avait 2 autres le long du chemin vicinal 3, près d'une ferme qui ne pouvait être que celle du vieux Joe Camber, Seven Oaks Farm. 2 autres encore sur la terre qui aurait en principe appartenu à Diamond March, sur la rive occidentale du lac de Castle Rock. Ace leva sur Gaunt 2 yeux fous injectés de sang. « Il aurait enterré son fric? C'est ça que veulent dire les croix? Et elles indiquent les endroits ?» Monsieur Gaunt haussa les épaules d'un geste élégant. « Je n'en suis pas sûr du tout. Ça paraît logique,
Mais le comportement des gens n'a souvent pas grand-chose à voir avec la logique. Mais ce n'est pas impossible. Trop de cocaïne et trop d'excitation le rendaient frénétique. Impression que d'épais ressorts de cuivre explosaient dans la musculature de son ventre et de ses bras. Son visage jaunâtre, grêlé des cicatrices de l'acné juvénile, s'était empourpré. C'est pas possible. Tous ces endroits où il y a des croix, eh bien, ils pourraient appartenir à Pop. Vous voyez, il a très bien pu mettre la terre sous un autre nom, pour que personne d'autre ne puisse l'acheter, et que personne ne risque de trouver où il avait mis ses... Il renifla le reste de coke et se pencha sur le comptoir. Ses yeux rougis lui sortaient littéralement de la tête et roulaient dans tous les sens. Avec tout ça, je pourrais être autre chose qu'un ancien dollar. Continua-t-il doucement, d'une voix qui tremblait. Je pourrais être foutrement riche. Oui, c'est une possibilité. Mais n'oubliez pas, Ace. Du pouce, il indiqua le panonceau qui, sur le mur, proclamait « Marchandise ni reprise ni échangée. Caveat emptor. » Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous n'êtes pas le premier qui a cru trouver la clé d'une grande fortune dans un vieux livre. Cela signifie aussi que j'ai toujours besoin d'un magasinier et d'un chauffeur. Ace le regarda comme s'il venait de recevoir un choc, puis il éclata de rire. « Vous blaguez ?» Il montra la carte. « J'ai pas mal de trous à creuser. » Le Landgaunt poussa un soupir de regret, replia la feuille de papier brun, la remit dans le livre et glissa celui-ci dans le tiroir sous la caisse. Tout cela avec une incroyable célérité. « Hé !» s'exclama Ace. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je viens juste de me souvenir que j'ai déjà promis cet ouvrage à un autre client, monsieur Merrill. Je suis désolé. Et la boutique est vraiment fermée. C'est le jour de Colon, comme vous le savez. »« Attendez une minute. Évidemment, si vous aviez trouvé bon d'accepter cet emploi, je suis sûr qu'on aurait fini par s'entendre. Mais je vois que vous êtes trop occupé. Vous souhaitez très certainement mettre de l'ordre dans vos affaires avant que les frères Corson ne vous aient transformé en viande froide. » Ace se mit de nouveau à ouvrir et à fermer la bouche, sans émettre le moindre son. Il essayait de se souvenir de l'emplacement des petites croix, sans y parvenir. Elles semblaient toutes se confondre en une seule et grande croix dans son esprit enfiévré et survolté. Une grande croix, comme on en voit dans les cimetières. « Très bien !» s'écria-t-il. « Très bien, d'accord, je le prends, votre putain de boulot. Dans ce cas, je crois que ce livre est en fin de compte à vendre, » dit le Landgaunt. Il le ressortit, l'ouvrit à la première page et ajouta « 1,35 $ avec la remise pour l'employé. » Ace tira son portefeuille, le laissa échapper et faillit s'éborgner contre l'épaisse vitre du comptoir en se baissant pour le ramasser. « Mais il me faudra du temps libre. »« D'accord, parce que j'ai vraiment des fouilles à faire. »« Bien sûr. »« Je n'ai pas beaucoup de temps. C'est la sagesse même que d'en tenir compte. Quand je reviendrai de Boston, ça va? Ne serez-vous pas trop fatigué? Je n'ai pas les moyens de me reposer, monsieur Gaunt. Je pourrais peut-être vous aider. » Le sourire de Gaunt s'élargit, et ses dents saillirent comme sur une tête de mort. « J'aurais diverses choses à vous faire ramasser, si l'on peut dire. »« Quoi ?» demanda Ace, l'œil rond. « Qu'est-ce que vous avez dit ?»« Rien. »« Très bien. Avez-vous toujours les clés sur vous ?» Ace découvrit, surpris, qu'il avait fourré l'enveloppe qui les contenait dans sa poche revolver. « Bien. » Monsieur Gaunt fit tinter la caisse qui afficha 1,35 $. Il prit le billet de 5 $ que lui tendait Ace et lui rendit 3,65 $. Ace prit la monnaie avec le geste d'un homme qui rêve tout éveillé. « Bon, attendez que je vous donne quelques indications, Ace. Et n'oubliez pas, de retour pour minuit. Si vous arrivez plus tard, je serai très fâché. Lorsque je suis fâché, il m'arrive de perdre mon sang-froid. Vous n'aimeriez pas voir ça. Vous vous transformez en Hulk ?» le taquina Ace. Il y avait tellement de férocité dans le regard que Gaunt adressa à son interlocuteur que celui-ci recula involontairement d'un pas.
Oui, répondit-il. C'est exactement ce que je fais. Je me transforme en Hulk. Tout à fait. Et maintenant, écoutez bien. Ace écouta. Il était 11h moins le quart, et Alan s'apprêtait à aller prendre un café en vitesse chez Nan, lorsque Sheila Brigham l'appela par l'intercom. Sonny Jacket était au bout du fil et insistait pour lui parler personnellement. Alan prit le téléphone. « Salut Sonny, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» « Eh bien voilà, shérif. » expliqua le mécanicien de son accent traînant du sud. « C'est pas que j'ai envie de vous mettre encore du boulot sur le dos après ce qui s'est passé hier, mais je crois qu'un de vos vieux amis est de retour en ville. »« Qui donc ?»« Ace Merrill. J'ai vu sa voiture garée un peu plus haut. »« Oh merde, et puis quoi encore ? Vous l'avez vu ?»« Non, mais avec la bagnole on peut pas se tromper. Une Dodge Challenger vert dégueulis, de celle que les jeunes appellent un bélier, je l'avais déjà vue. »« Merci Sonny. »« De rien. Dites, qu'est-ce qui peut bien venir foutre à Castle Rock, ce salopard ? » Aucune idée. Mais j'ai intérêt à le savoir rapidement. Il y avait un emplacement vide à côté de la Challenger. Alan s'y glissa et descendit de voiture. Il vit Bill Fullerton et Henry Gendron qui le regardaient à travers leurs vitrines, brûlant de curiosité, et il les salua de la main. Henry lui montra une direction dans la rue. Alan acquiesça et traversa. Wilma Jerzik et Nettie Cobb se massacraient à un coin de rue un jour, et Ace Merrill se pointait le lendemain, pensa-t-il. Ce patelin devient un cirque. Remontant sur le trottoir d'en face, il aperçut Ace qui surgissait de l'ombre de l'auvent vert du bazar des rêves. Il tenait à la main un objet que le shérif ne put identifier sur le coup. Mais comme l'autre se rapprochait, il lui fallut se rendre à l'évidence, même s'il avait du mal à en croire ses yeux. Un livre était bien la dernière des choses qu'on attendait à voir entre les mains d'Ace Merrill. Ils se rejoignirent à la hauteur du terrain vague qui marquait l'emplacement de l'ex-Imperium Galorium. « Salut Ace !» dit Alan. Le voyou ne parut nullement surpris de le voir. Il prit les lunettes de soleil glissées dans son décolleté, les secoua pour écarter les branches et se les posa sur le nez. « Tiens. Alors, ça boum, patron ? » « Qu'est-ce que tu fais à Castle Rock, Ace ?» demanda Alan d'un ton calme. L'autre examina le ciel avec un intérêt exagéré. Des reflets lumineux dansèrent dans ses raybanes. « Chouette journée pour une petite balade. On se croirait en été. »« Très chouette. As-tu un permis de conduire en règle, Ace ?» Ace lui lança un regard de reproche. « Voyons, je ne conduirais pas sinon. Ce serait illégal. » « Ce n'est pas une réponse. » « J'ai passé l'examen dès que j'ai eu ma feuille rose. Je suis parfaitement en règle. Alors c'est une réponse, ça, patron ? » ?»« Je préfère vérifier par moi-même. » Alan tendit la main. « J'ai bien l'impression que vous ne me faites pas confiance, » répondit Ace, toujours du même ton facétieux et provocateur. Mais dessous, on sentait bouillonner la colère. « Disons que je débarque du Missouri. » Ace fit passer le livre dans sa main gauche pour pouvoir prendre son portefeuille de la droite, et Alan distingua mieux la couverture. L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Il regarda le permis, signé et validé. « Les papiers de la voiture sont dans la boîte à gants, si vous n'avez pas peur de traverser la rue pour aller vérifier. » Le ton de colère était plus net. L'ancienne morgue reprenait le dessus. « Je pense que je peux te croire. Pourquoi ne pas me dire les raisons de ta venue ici ?»« Je suis venu voir ça, » répondit Ace en indiquant le terrain vague. « Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je suis sûr que vous n'allez pas me croire. C'est pourtant la vérité. » Bizarrement, Alan le crut. « Je vois aussi que tu as acheté un livre. »« Je sais lire, figurez-vous. » Bien. Alan passa les pouces dans sa ceinture. Un coup d'œil tu es venu jeter et un livre tu as acheté. Il est poète sans même s'en rendre compte. Mais si, c'est gentil de ta part de l'avoir remarqué. Je suppose que tu vas maintenant quitter tranquillement la ville, n'est-ce pas ? Et si je m'en vais pas ? Vous allez inventer quelque chose pour me baiser, c'est ça ? Le mot réhabilitation ne fait sans doute pas partie de votre vocabulaire, shérif Pangborn. Mais si, il n'est pas forcément synonyme d'Ace Merrill, c'est tout.
Il vaut mieux ne pas trop masticoter, vieux. Je ne t'asticote pas. Si je m'y mets, tu t'en apercevras très vite. Ace enleva ses lunettes de soleil. Vous ne me lâcherez jamais les baskets, les mecs. Vous ne me lâcherez jamais mes putains de baskets. Alan ne répondit rien. Au bout d'un instant, Ace parut s'être repris. Il remit ses lunettes. Au fait, je pense que je vais partir. J'ai plein de courses à faire. Excellent. Main occupée, main heureuse, comme on dit. Mais si je décide de revenir, je reviendrai. Est-ce bien clair? Très. Et moi, je te dis que ce serait maladroit de ta part. Est-ce bien clair? Vous me faites pas peur. Ah bon? Alors tu es encore plus bête que je ne croyais. Ace regarda Alan pendant quelques instants, puis se mit à s'esclaffer. Alan n'y fit pas attention. C'était un rire inquiétant, bizarrement décalé. Il le regarda traverser la rue de sa démarche démodée de voyou d'une autre époque, ouvrir sa portière et s'installer au volant. Le moteur démarra. Le pot d'échappement rugit. Dans la rue, des gens s'arrêtèrent pour regarder. C'est un silencieux illégal, pensa Alan. Je pourrais lui coller une amende pour ça. Mais quel intérêt? Il avait des affaires plus sérieuses sur les bras qu'Ace Merrill, lequel quittait de toute façon la ville, pour de bon cette fois, espérait-il. Il regarda la Challenger vert dégueulis faire un demi-tour illégal dans la rue et prendre la direction de la rivière de Castle et de la périphérie de la ville. Puis il se tourna, songeur, vers l'auvent vert. Ace était revenu dans sa ville natale et avait acheté un livre. L'île au trésor. Où ça? Au bazar des rêves. J'aurais cru le magasin fermé aujourd'hui, se dit-il. C'est bien ce qu'indiquait le panneau, non? Il s'avança jusqu'à la devanture et constata qu'il ne s'était pas trompé. Fermé jour de colon. S'il a reçu Ace, il pourrait bien me recevoir. Il leva la main pour cogner à la porte. Mais à cet instant-là, le signal qu'il avait à la ceinture se déclencha. Alan appuya sur le bouton qui coupait ce détestable gadget et resta quelques instants indécis. Néanmoins, ce qu'il avait à faire était clair. Un avocat, un PDG, pouvaient peut-être se permettre d'ignorer un moment les appels de leur signal, mais lorsqu'un shérif était un comté, autrement dit un élu, les priorités étaient évidentes. Il retraversa la rue, s'arrêta en plein milieu et fit brusquement demi-tour. L'impression d'être observé était revenue, plus forte que jamais. Il eut la certitude de surprendre un mouvement derrière le store baissé. Mais il ne vit rien. La boutique somnolait dans la lumière de cette journée d'octobre anormalement chaude. Et s'il n'avait pas vu Ace en sortir de ses propres yeux, Alan aurait juré que le bazar des rêves était vide, sensation d'être observé ou pas. Il alla se pencher dans son véhicule de patrouille pour y prendre le micro. « Henry Payton vient d'appeler, » lui dit Sheila. « Il a déjà le rapport préliminaire de Ryan sur Nettie Cobb et Wilma Jerzik. À vous. » « Bien compris. À vous. » Henry dit que vous voulez connaître les grandes lignes. Il sera à son bureau jusqu'à midi. À vous. »« Très bien. Je suis sur Main Street. J'arrive. À vous. »« Alan ?» ?»« Oui. » Henry a aussi demandé si nous aurions un fax avant le 3e millénaire. Ça lui permettrait d'envoyer des copies, au lieu d'être obligé de vous appeler tout le temps et de vous lire les rapports. À vous. »« Dites-lui d'écrire au maire, bougonna le shérif. Ce n'est pas moi qui décide du budget, il le sait très bien. Moi, je n'ai fait que répéter ce qu'il m'a dit. Se rebiffa Sheila. Ce n'est pas la peine de se vexer pour ça. Alan observa que la standardiste paraissait elle-même plutôt vexée. Bon, terminé. Il monta dans le véhicule et raccrocha le micro. Il jeta un coup d'œil à la banque, dont l'horloge numérique annonçait 10h50. Le thermomètre indiquait 27 degrés. Bon Dieu, on n'avait pas besoin de ça en plus, se dit-il. Les esprits allaient s'échauffer sérieusement. Alan revint lentement jusqu'au bâtiment municipal, perdu dans ses pensées. Il n'arrivait pas à se débarrasser de l'impression qu'il se passait à Castle Rock quelque chose sur le point d'échapper à tout contrôle. C'était insensé, évidemment, tout à fait insensé. Mais il n'arrivait vraiment pas à s'en débarrasser.